le Vision précédent, quelques mots sur la compétition et donc la nécessité d'être extrêmement compétitif en qualité, en coût, en délai. Donc je vous disais deux exemples. On va tout de suite commencer par un exemple issu du monde industriel. Je vais demander à Jesus, j'espère que je prononce bien, Jesus Montolio, de venir me rejoindre sur scène. Et Jesus va nous parler du SPR, le système de production Renault. Alors ce doit être le rouge. Allez hop, est-ce que ça marche? Ça marche? Ça marche, super. Jesus, c'est ça, Jesus. Oui, bon, déjà avec mon accent, c'est un peu révélateur. Moi, je suis espagnol, alors en espagnol, c'est Jesus. Jesus. Mais je trouve aussi sympa, ma secrétaire, elle m'appelle Jésus. Jesus. Ah, alors, Jesus. c'est à vous le choix. Alors, même question qu'à Jacques Verdon, votre parcours et vos fonctions aujourd'hui chez Renault. Bon, je suis ingénieur. Alors, je fais... Vous êtes ingénieur? Ingénieur, oui. Ingénieur. Ingénieur, c'est et ça. ingénieur. Je ne suis pas le deuxième, le premier, oui. Alors, après un petit passage pour la EDF espagnole, il y a autour de 16 ans, je tombais dans l'industrie automobile, concrètement chez Nissan. Déjà, première caractéristique, moi je suis un expatrié Nissan qui travaille avec un énorme plaisir chez Renault. Alors, j'ai développé ma carrière surtout dans les manufacturing, de l'emboutissage, la boîte de vitesse, jusqu'à qu'à la fin, j'étais le directeur de Nissan Production Way, le système de production Nissan. Et c'est à ce titre que Renault il a demandé de partager un projet absolument fantastique. C'est le déploiement du système de production Renault. Le SPR. Alors justement, voilà. Rapidement, qu'est-ce que c'est qu'un système de production? Bon, probablement, ce serait bien si on entre pour quels sont les objectifs d'un système de production. D'accord. Alors, et à partir de tout ça, probablement, on va clarifier. Vous allez nous expliquer ce qu'est le système de production. Alors, les objectifs du SPR. Probablement, on pourrait en parler plus, mais c'est surtout 4 objectifs majeurs. Un premier objectif, c'est d'améliorer la performance globale des Renault. Et quand je dis la performance globale des Renault, je vais dire aussi la performance en amont, c'est-à-dire dans le projet. On doit faire de démarrage de projet beaucoup plus performant que maintenant. Je parle aussi de la performance globale en aval d'un point de vue client qui achète une de nos voitures. Deuxième élément, le SPR, il a comme objectif être le vecteur pour lequel tous les différents acteurs dans notre entreprise, ils ont le même objectif. Et c'est l'élément qui va aider à fédérer avec je répète, objectifs communs que j'espère qu'ils seront montrés pendant notre présentation. Voilà le deux premiers objectifs. Troisième objectif qui a été évoqué dans l'intervention précédente, c'est accompagner un Renault à l'international. Vous avez déjà vu le poids que petit à petit commence à avoir l'international, c'est Renault. Simplement un petit chiffre que vous avez déjà vu, 2010, où le poids d'une internationale, c'est autour de 1 700 000 véhicules. C'est clair qu'on doit construire un système qui permet de faire des voitures, ici en Espagne, au même niveau de qualité, avec le même prérequis qu'en Colombie, à la Chine, Hollande. Et quatrième objectif que nous avons marqué au début de ce projet, c'est de créer un système qui soit reconnu internationalement. Je vous dis simplement un mot. Quand nous avons démarré tout ça, le SPR, c'était pratiquement inconnu. Je vous jure, aujourd'hui, on commence à parler du SPR. Et ça, c'est grâce, désolé, mais je veux le dire, c'est grâce aux femmes et aux hommes de cette organisation. Ils ont fait un énorme boulot pour être là. Quand vous dites on commence à en parler, c'est-à-dire on commence à en parler en dehors de Renault. En dehors de l'entreprise. D'autres constructeurs viennent voir, viennent benchmarker ce que vous faites. Je suis sûr que si je pose un peu une question à l'auditoire, je dis un système de référence, probablement tout le monde va parler de Toyota Production System. Je peux vous dire que certaines personnes de Toyota commencent déjà à regarder qu'est-ce que c'est l'SPR et comment l'SPR il a aidé au progrès des Renault. Alors justement, le SPR, on va décrire un peu ce qu'est cet objet, et
puis ensuite on verra comment ça contribue, puisque c'est bien l'objet de notre discussion, comment ça contribue à la qualité, au coût et au délai. Alors, pour décrire le SPR, je crois qu'on a un petit schéma. Très bien, on va le construire tous ensemble. Au début, on cible notre projet au poste de travail. Ça, c'est un élément important. On veut que les opérateurs, le chef d'UET, il se trouve au cœur de notre système. Pour faire tout ça, on va les accompagner, bien sûr. Et il y aura un côté fabricant, la partie fabricant, qui doit l'accompagner. Et quand je dis fabricant, c'est la maintenance, c'est la logistique en interne, c'est les ressources humaines. C'est tous les composants manufacturing qu'il y a autour de cette poste de travail. Théoriquement, il doit apparaître. Voilà le management de fabrication. Avec cette management de fabrication, c'est bien, mais on tomberait sur un modèle assez connu déjà pour certains de vous, où il y a un monde d'ingénierie, conception, un monde de fabricants. C'est pour ça, je pense qu'un élément majeur du SPR, il a été le travail ensemble entre le fabricant et le produit process. On ne peut pas imaginer aujourd'hui un projet sans une aide forte de l'ingénierie, aussi dans la conception. Petite donnée, on parlait il y a quelques années de fabriquer un véhicule autour de 4 ans. Bon, voilà, si on regarde la concurrence, on regarde Honda. Honda, elle est capable de faire avec 14 mois un véhicule. Si nous ne sommes pas capables de donner au client ce que le client demande, nous sommes morts. Ingénierie, fabricant, mais on ne doit pas oublier nos amis logistiques. On doit regarder aussi le flux dans un sens large, un flux qui l'amène de la partie le plus en amont possible jusqu'à la management des postes. Je fais une petite parenthèse. Encore, il nous reste beaucoup de travail à faire dans le management des postes, mais c'est évident que sans un flux qui permet le déploiement des actions rapidement, ciblées, concrètes, on ne peut pas déployer un système. Mais on a parlé, comme le deuxième objectif majeur, qu'on voulait fédérer tous les acteurs. Si vous voyez le schéma tel qu'il est jusqu'à maintenant, probablement, il nous manque quelque chose. On a parlé d'un amont. Qu'est-ce qu'il y a plus en amont que le fournisseur? Alors, on a voulu, dans les systèmes de production Renault, faire aussi une plus grande participation de fournisseurs. Olivier, je vais te poser une petite question. Est-ce que tu connais quel est le poids de fournisseurs dans la construction d'une automobile? Je crois, et je suis même sûr que tous les gens qui sont dans la salle le connaissent aussi, puisqu'ils en ont largement parlé lors du PPP. Ça doit être de l'ordre de 80%. Très bien. Et concrètement, 78%. Alors, on ne peut pas mettre le fournisseur en dehors de notre projet. On doit les intégrer parfaitement dans notre projet et faire que le projet aussi, il soit un projet de fournisseur. Voilà, fabricant, le produit, process, la logistique et le fournisseur. Sans oublier que tout ça, il doit être ciblé sur le poste de travail. Donc ça, ce sont les différentes dimensions du SPR. On va regarder maintenant comment est construit ce SPR, et on va voir qu'il est construit par Strat, et comment il contribue à la compétitivité QCD de Renault. Alors on a là encore voilà, bon. Premier étage de la fusée qui s'affiche. Qu'est-ce que c'est que ça? On va le construire tous ensemble, petit à petit. La première partie, c'est le fondamentaux du SPR. Et les fondamentaux sont le pilier de notre système. Dans cette partie management de l'atelier, on pourrait trouver 3 éléments majeurs. Premier, dextérité. On a parlé dans les slides précédents, poste de travail, opérateur dans les centres de notre système. Alors, dextérité, c'est l'outil qui permet d'apprendre le bon geste, qui dans le déploiement des actions dans le poste de travail, il va assurer la qualité, assurer la sécurité, et bien sûr, dans des conditions économiques favorables. Dextérité, premier élément. Donc c'est le bon geste de l'opérateur sur le poste, dans la manière dont il va utiliser une perceuse, enfin une visseuse pour visser des vis, c'est ça, hein? Tout à fait. Après de cette dextérité, on va parler de la standardisation des postes de travail. Et standardisation, c'est un mot déjà connu dans la maison, mais qui a apporté quelques changements importants. Dans cette standardisation, il y a un travail commun
entre l'ingénierie et le fabricant. Et vous verrez après où il est le changement, à mon avis, capital dans ce processus. L'ingénierie, il va décrire un document qui va s'appeler FOP, feuille d'opération processus, et qu'il va décrire la feuille d'opération processus. Quel est le processus à réaliser? Qu'est-ce que je dois faire? L'élément important, c'est que avant de l'arrivée d'Esper, la même ingénierie disait qu'est-ce qu'on doit faire, mais comment on doit les faire. Maintenant, il y a une petite différence. L'ingénierie désigne qu'est-ce qu'on doit faire, mais c'est le fabricant qui désigne comment il doit les faire. Et voilà qu'il arrive le deuxième élément, FOS, feuille d'opération standard, où le chef d'UET décrit le meilleur mode d'opératoire du moment. C'est-à-dire, on décrit la meilleure pratique, et ce mode opératoire, cette feuille d'opération standard, il va permettre que le mode opératoire il soit le même, le cube du matin, l'après-midi et du soir, qu'il soit le même mode opératoire pour l'opérateur X, Y ou Z. Ça, c'est un élément très, très important. C'est-à-dire que l'ingénierie dit le carter doit être vissé avec 3 vis. Oui. Et l'opérateur dit précisément comment je vais m'y prendre pour visser ces 3 vis. C'est-à-dire je vais les prendre comme ça, la machine je vais la prendre comme ça, c'est ça. Donc il décrit les gestes précis qu'il va faire pour réaliser cette opération. C'est exactement ça. Et c'est la fosse. Hein. Ça, c'est la fosse. Bon, on a fait une petite passage pour la standardisation, mais on a dit que la standardisation décrit le meilleur mode opératoire du moment. Mais en même temps que je décris le mode opératoire du moment, je suis capable de voir des actions d'amélioration. Voilà les troisième éléments qu'on va trouver dans le management. SDAC, hein. Voilà, standardisation, déploiement, contrôle et amélioration, c'est ça? Très bien. Et cette partie amélioration, il va s'appeler Kaizen. Important, cette Kaizen, il a apporté une culture un peu différente. Nous sommes latins, nous sommes capables de créer des choses extraordinaires, mais le Kaizen, il essaye de trouver une autre composante. Essayons-nous d'améliorer, mais à petits pas. On n'a pas besoin de faire des grands investissements, simplement ce qu'on cherche, c'est ces 2 petites améliorations, mais en continu, jamais s'arrêter. Dextérité, la standardisation, Kaizen. Kaizen. Donc ça, c'est le socle, le management de l'atelier. Alors là-dessus va se greffer un certain nombre d'outils ou de démarches. Donc la première, c'est sur la qualité. Voilà. On a parlé dans la maison, on en parle souvent sur la rupture de la qualité. Bien sûr, le système de production Renault, il met certains outils pour améliorer la qualité. 2 outils principaux. Première, QRQC, c'est la terminologie qu'on utilise aussi chez Nissan, Quick Response Quality Control, que c'est le système d'animation au quotidien dans tous les niveaux de la hiérarchie, c'est-à-dire que du directeur jusqu'au chef d'UET, tout le monde il est impliqué journalièrement à résoudre petit à petit le problème des qualités qu'il y a dans notre site. Et deuxième outil important à retenir, QC Story. QC Story, c'est la méthode de résolution de problèmes qui permet, avec la concrétisation de 9 étapes, essayer d'aller à la cause racine du problème pour tuer le problème dans la source. Voilà les 2 outils qu'on doit retenir. QRQC, système d'animation, QC, outil de méthode. C'est-à-dire que le changement, c'est qu'aujourd'hui, quand on ne traite pas tous les problèmes en même temps, donc on ne court pas 28 lièvres à la fois, on choisit vraiment les problèmes à traiter, les problèmes qualité les uns après les autres, et quand on les traite, on va jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on trouve la cause qui fait que le problème ne se reproduit plus, c'est ça? C'est ça. J'étais la semaine dernière avec un directeur d'une usine qui était proche de Versailles, et on parlait un petit peu avec certaines des données. Un exemple concret qu'il va probablement illustrer ton commentaire, Olivier. Il y a 3 ans, on avait un taux de réouverture dans le problème qu'on arrivait à l'usine autour de 38%. C'est-à-dire, de chaque 10 problèmes, 4 revenaient. Pensez les avoir traités et ces problèmes-là revenaient. Aujourd'hui, le taux il est autour de 3%. C'est pas mal.
D'accord, donc il n'y a que 3% des problèmes qui reviennent, c'est-à-dire qu'on les a définitivement traités. Donc ça, ce sont les deux outils majeurs pour la qualité. Qualité. Alors, voilà, on va apparaître un autre cercle, TPM. Très bien. On a parlé bien de la partie de la base, on a parlé de la qualité, mais on doit parler aussi de moyenne. Alors les moyens, c'est-à-dire les machines en fait. Les installations. Les installations. Moyenne égale installation. Alors, les systèmes de production, il met un outil qui s'appelle TPM, Total Productive Maintenance, que ce qu'il essaye, c'est deux objectifs. Un premier objectif, c'est de mettre à disposition des opérateurs un système qui permet d'améliorer la capacité des opérateurs à détecter des petits problèmes, s'avancer à que le problème, à que la panne, il arrive. Un deuxième élément, c'est de, quand le problème, il arrive, comment nous sommes plus réactifs d'avoir une panne pour, que la disponibilité des moyens, il soit plus grande. Deuxième, que l'efficacité dans la ligne, il soit plus grande. Et troisième, on peut avoir de disponibilité, d'efficacité, mais aussi on veut que le taux de qualité du produit qu'il entre et qu'il sorte dans l'installation, il soit au niveau. Voilà les deux éléments qu'on doit retenir sur le TPM. Très bien. Et puis enfin, il y a un troisième outil, le JAT, juste à temps, c'est ça? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec les JAT? Bon, les JAT, c'est l'outil qui doit garantir qu'on peut fabriquer le produit demandé au moment demandé. Bon, le JAT, il essaye de trouver à partir de 7 gaspillages, je pense que tout le monde, quand on parle des JAT, il a dans sa mémoire stock, on doit réduire les stocks, mais aussi on doit réduire, par exemple, des mouvements inutiles. Et pourquoi on le fait? On le fait parce que, en tirant des JAT, on va sortir les 3 éléments, normalement, des dysfonctionnements général dans un processus, voire la non-qualité. L'outil qualité, il va nous aider à résoudre le problème de qualité. On va parler de la non-fiabilité. Voilà le TPM où il va nous aider à réduire le taux de non-fiabilité. Et troisième élément, c'est la non-flexibilité. Et voilà la partie base de notre fusée, où avec les standardisations, la dextérité et les Kaizen, cette partie, il doit se réduire fortement. Sur le JAT, vous parliez des stocks. L'idée aussi, c'est plus les stocks sont réduits, plus ça diminue les coûts. Ça a un effet direct sur les coûts, le JAT. Hein. Absolument. C'est tous ces stocks un peu tampons, qu'on appelle tampons. Je me dis que si la machine tombe en panne pour continuer à produire, il faut que je mette quelques pièces de côté pour pouvoir continuer. Et donc je crée un stock. Et l'idée, c'est, si je suis sûr que la machine ne tombe pas en panne, j'ai plus besoin de ce stock et donc je fais des économies. C'est ça? C'est tout à fait. Donc ça, c'est les trois outils principaux qui sont au centre du SPR. Donc qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Bon, on arrive presque à la fin de notre fusée. On arrive au déploiement d'objectifs et de plans d'action. Le déploiement d'objectifs et de plans d'action, c'est un peu comme notre gouvernail. Tous les éléments, ils sont de moteurs, qui permet de pousser fortement la performance globale de la maison, comme on avait dit, mais on a besoin un peu du volant qui permet de conduire cette performance au bon niveau, au bon endroit. Le déploiement d'objectifs, c'est la déclinaison des objectifs majeurs, voire stratégiques, et la déclinaison des actions qu'on doit mettre en place pour à la fin assurer la robustesse, c'est-à-dire assurer l'attente des objectifs. Ces objectifs, c'est quoi? QCDRH? Bien sûr, on ne peut pas parler de performance sans bien cibler une performance liée à la qualité, une performance liée au coût, une performance liée au délai. Et il y a aussi des objectifs ressources humaines? Bien sûr. Sur les hommes, sur la sécurité? Bien sûr, on ne peut pas faire de qualité, des coûts et des délais sans avoir la vision des hommes comme l'élément majeur, comme l'axe majeur de notre démarche. Et tout ça, ça contribue à la performance, à l'excellence. Hein, c'est comme ça que vous dites l'excellence au quotidien. Oui, et l'excellence au quotidien, c'est globalement être à la même hauteur que le client qu'on arrive en concession de Renault, c'est-à-dire de produire la véhicule demandé au moment demandé. Nous, on aime dire que l'excellence au quotidien, ce n'est pas simplement des chiffres avec des indicateurs, qu'on va y revenir en quelques moments. On essaye de dire que c'est la concrétisation
d'une usine enthousiaste, avec un management serein, avec la production synchro, et aussi qu'il regarde avec deux yeux toujours admiratifs, mais en même temps avec deux yeux de concurrence, pour être le meilleur dans le benchmark comparatif entre la concurrence secteur automobile. Alors là, on vient de mieux comprendre ce qu'était le SPR et comment il était construit. Jusque-là, vous ne m'avez pas fait la preuve que ça contribuait à la compétitivité en qualité, en coût.